Antoine, qu'est-ce que tu fous là? J'ai envie de dormir. Hein? J'ai envie de dormir, mais j'y arrive pas. Ça fait des semaines que ça dure, c'est l'enfer. Ok, non mais... En fait, je comprends, tu vois, c'est hyper difficile les insomnies. Enfin, c'est hyper chiant. Tu vois, là, il faudrait y aller, en fait. Ça fait 10 fois qu'ils jouent l'intro, qu'ils sont là-haut, et ils commencent à passer pour des cons. Tu vois, Même quand j'arrive à dormir un peu, je rêve que je dors pas. Arrête maintenant, Antoine, d'accord? T'arrêtes avec tes conneries. Il nous reste 20 dates derrière, ils attendent que ça pour annuler. Alors s'il te plaît, tu montes, bonjour Guingrand, et t'attaques, ok? Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu me rends dingue. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, prends le truc. Oh, ton cul. C'est mon génie. Pourquoi est-ce que tu fais autant de bruit quand tu pisses? Mais c'est incroyable, enfin, que tu peux pas pisser sur le côté comme tout le monde. J'aime bien pisser au milieu. Ça me donne un sentiment de puissance. Je m'affirme. Oui, bah Mercier, il se plaint, il dit qu'il t'entend t'affirmer en pleine nuit. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Une émission, alors ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé déjà dans les studios de Canal B. Merci Canal B de nous accueillir à nouveau. D'avoir mis le chauffage et tout. C'est très très gentil, il fait même trop chaud d'ailleurs. Voilà. C'est vrai que ça fait quelques temps finalement qu'on avait fait des émissions à droite, à gauche, dans les nouveaux studios chez toi, ouais. à Florac aussi. Voilà, on a fait différentes choses. Ça faisait... les SDF de la radio. C'est ça. Ça faisait quelques temps qu'on s'était pas retrouvés finalement chez nous, et on a pas mal de retard sur les sorties. On va parler de films qui sont sortis il y a longtemps, qui ne sont plus à l'affiche, et que vous pourrez voir à Los Angeles dans quelques mois, je pense, très très facilement pour certains d'entre eux. On va parler notamment de Lars von Trier, de Gaspar Noé pour démarrer cette émission. Nous parlerons aussi des deux comédies à succès de ces dernières semaines, à savoir En Liberté de Pierre Salvadori, qu'on et chérit beaucoup évidemment, et puis Le Grand Bain de Gilles Lelouch que tu as vu, voilà, on en parlera en fin d'émission. Pierre Salvadori, je le dis tout de suite pour les gens qui rateraient la fin de cette émission, qui nous écoutent en direct, va être projeté ce dimanche à l'Arvor pendant le film du dimanche soir. Dimanche 18 novembre, ouais, 21h15. Co-organisé par Le Cinéma est mort et En attendant Godard. Évidemment, vous êtes tous conviés à cette projection exceptionnelle des Apprentis de Pierre Salvadori, votre film préféré. On va démarrer tout de suite cette émission justement en parlant de Gaspar Noé, donc voilà, et de Lars von Trier, Climax et The House That Jack Built. Rapidement, pour tous ceux qui comme moi ne vont plus au cinéma, je vais présenter quand même les deux films qui sont assez particuliers. C'est pour ça qu'on va en parler un peu en même temps, je pense, même si ça m'échappe encore pourquoi j'ai envie de parler des deux films en même temps, mis à part peut-être qu'ils sont un peu violents, un peu censés être un peu dur. Climax de Gaspar Noé raconte la soirée d'une troupe de danseurs enfermés donc dans une salle pour la fin de leur résidence ou quelque chose comme ça, et quelqu'un a mis quelque chose dans le punch et ils deviennent tous fous et ça va mal se passer. Voilà, je résume rapidement, mais en même temps je pense que c'est comme ça qu'il a pu pitcher aussi l'objet à certaines personnes. Lars von Trier, lui, avec The House That Jack Built, raconte de façon assez longue les errances meurtrières de Jack, interprété par Matt Dillon, que j'aime beaucoup, qui est très très bien d'ailleurs. Il est pas assez exploité, je pense, Matt Dillon.
et de façon un peu désordonnée par chapitre sur différents meurtres que Jack, donc un serial killer, a pu commettre, comment il parvient à s'en sortir, qu'est-ce qu'il cherche surtout à créer. Et Lars von Trier ne peut s'empêcher finalement, c'est ce qui m'a gêné le plus dans le film, de faire se côtoyer des meurtres qui sont assez amusants. Il faut dire que ça relève plutôt de la comédie par moment quand même, et parfois de façon très bien faite. Il y a des moments comiques très très justes et écrits avec vraiment justement cette écriture comique dont on reparlera sans doute en deuxième partie d'émission, qui fonctionne tout à fait, avec évidemment un humour très très noir. On est chez Lars von Trier, un humour qu'on avait pu déjà percevoir dans de nombreux films qu'il avait pu faire auparavant, notamment Nymphomaniac, mais là il l'a forcé un petit peu, il le montre un peu plus peut-être, tout en cherchant la provocation, mais à côté de ça, il ne peut s'empêcher donc d'avoir un discours aussi rhétorique, critique sur sa propre création, et il laisse peu de place aux spectateurs, c'est mon sentiment en tout cas, et je me permets d'affirmer que c'est la vérité. Mais c'est vrai qu'il y a de longues discussions en fait entre Jacques, qui est accompagné donc en enfer avec un émissaire interprété par Hitler. Les ailes j'allais dire les ailes du désir, mais Hitler c'est très bien, et c'est super. C'est l'acteur allemand le plus connu au monde. Bruno Ganz. Et on est incapable de se rappeler de son nom. Bruno Ganz. Merci beaucoup. Donc c'était l'ange aux côtés de Peter Falk dans Les ailes du désir de Wim Wenders. Et donc voilà, pendant qu'ils vont en enfer, Jack peut pas s'empêcher de raconter son histoire. C'est comme ça que c'est le fil rouge un peu de ce film, et évidemment de revenir sur ce qu'il pense être quasiment une œuvre d'art en fait justement, et qu'est-ce qui en fait justement quelque chose d'aussi particulier. Donc il y a une espèce de comparaison un peu nébuleuse entre son travail de meurtrier et le travail de cinéaste de Lars von Trier, qui en effet peut faire réfléchir. C'est peut-être le seul espace dans le film qui peut poser question vraiment. Tout le reste, toutes les réflexions que peut avoir Jacques sont constamment de toute façon démolies, on lui coupe l'herbe sous le pied via le personnage de Bruno Ganz, et ce qui m'a fait moi profondément penser au Rubber de Quentin Dupieux, qui racontait donc l'histoire aussi d'un pneu qui voulait venger sa famille. Une histoire qui, évidemment, paraît absurde comme ça sur papier, mais qui aurait pu, je pense, tout à fait fonctionner au premier degré. On aurait eu juste l'histoire du pneu de Quentin Dupieux dans Rubber. Pour moi, ça fonctionnait, on en avait parlé à cette émission, mais il ne pouvait s'empêcher, Quentin Dupieux, je pense, de prendre du recul par rapport à ce qu'il racontait, et de nous montrer des spectateurs face à ce film, qu'on était nous-mêmes en train de voir, faire eux-mêmes la critique en direct de ce qu'ils étaient en train de voir. Et moi, je me sentais complètement éjecté de l'objet à chaque fois. Ça m'ennuyait profondément, et j'avais vraiment l'impression non seulement que lui ne croyait pas à cette histoire, ou en tout cas qu'il avait beaucoup de mal à la mettre à s'y investir, comme si que c'était une blague. Ce que ça pouvait être au départ, sauf que ça n'empêche pas que ça fonctionnait, et que c'est dommage de pas prendre le risque, je pense, d'y aller à fond. Et là, avec Lars von Trier, j'ai vraiment ce même sentiment, c'est-à-dire que Jacques, c'est juste une blague, et pas uniquement dans les scènes comiques du film, mais que tout le personnage de Jacques, tout ce qu'il y a autour de lui, et finalement toutes les images du film sont des blagues, et qu'il faut pas prendre ça au sérieux. Alors très bien, ça en fait un objet qui pourrait être intéressant, sauf que de pas prendre les images au sérieux, moi j'ai l'impression voilà, c'est bon, on est en 2018, enfin le cinéma moderne, tout ça, bon, la postmodernité est passée par là. On connaît. Donc c'est un peu lourdingue, et sa provocation ne fonctionne plus, ou pas, ou si elle a fonctionné, je pense qu'elle a fonctionné. Lars von Trier, sa provocation à un moment, je pense qu'il est beaucoup plus efficace quand il fait Dancer in the Dark ou Breaking the Wave, où là il prend le mélo à bras le corps, et le spectateur a sa place de choisir aussi justement, est-ce qu'il va prendre cette histoire au sérieux, est-ce qu'il va pleurer, ou est-ce qu'il va en rire. Enfin voilà, il y a quelque chose qui pour moi là est plutôt efficace, alors que pour The House de Jack Built, je retrouve plus jamais ça. Donc il y a une espèce d'ennui quand même qui s'installe là-dedans. Ouais, moi j'ai partagé ton ennui, hein. Moi c'est clair que c'est un film à côté duquel je suis passé peut-être, mais c'est vrai que en y repensant après, je me dis pourquoi je me suis complètement désintéressé de cette chose. C'est vrai que du coup on réfléchit, et c'est vrai que ça clôt une trilogie. Je pense qu'on peut pas le rapprocher trop de Breaking the Wave ou Dancer in the Dark, qui étaient presque non pas des mélos purs et durs, mais vraiment
vraiment des mélos à la Lars von Trier, une sorte de vision du mélo un peu déviante à la Lars von Trier. Mais là, on est vraiment dans une sorte de continuité. Ça clôt peut-être une trilogie. C'est vrai que Lars von Trier fonctionne pas mal par trilogie entre Antichrist et Nymphomaniac. Bon, Nymphomaniac étant un film coupé en deux parties, mais qui ont le même modèle, c'est-à-dire le dialogue entre une personnage supposé représenter la raison quelque part, voilà, et la raison est peut-être aussi la morale, et un personnage qui est au contraire dans une déviance totale et qui est un être presque entièrement mu par ses pulsions, mais qui est lui-même déjà aussi ça dans ses précédents films, hein, tu retrouves ça que ce soit dans Les Idiots, Breaking bien the sûr, Wave, mais c'est beaucoup plus marqué la comparaison entre Nymphomaniac et The House, parce que clairement Nymphomaniac est construit de la même manière. On a un dialogue entre Peter Sarsgaard et Charlotte Gainsbourg, et Charlotte Gainsbourg se met dans la place du confessé et l'autre est le confesseur, et il y a tout un aspect rhétorique qui se met en place. Je renvoie à ceux que ça intéresse au papier des Cahiers du cinéma signé Paco Thielman qui revient, qui est un très beau papier, et qui revient beaucoup sur les similitudes, et lui il est vraiment très en faveur du film. Mais moi, ce qui peut-être m'a gêné, parce que c'est ce que j'aime profondément chez Lars von Trier, c'est que justement ce mélange incroyable entre le premier degré et le second degré, je m'explique, c'est que vraiment on a ce côté dans Antichrist, effectivement on a toute une réflexion sur ce personnage qui représente une sorte de misogynie totale, enfin d'une vision de misogyne totale d'une femme en prise avec la nature et qui s'abandonne à ses pulsions et qui est complètement misandre par rapport aux hommes et compagnie. Il y a ça, mais en même temps, elle est réflexive parce qu'elle est complètement mise en réflexion de façon très intellectuelle par le film, justement par ce dispositif du dialogue avec William Dafoe. Et c'est exactement quelque chose qu'on retrouve dans Nymphomaniac, où on a aussi quelqu'un qui s'abandonne à ses pulsions, qui se questionne peut-être un petit peu sur sa nymphomanie. Mais en même temps, la différence avec The House, Jack Belt, c'est que pour moi, Nymphomaniac est un petit peu excitant. On est un peu avec le personnage de Charlotte Gainsbourg. On est avec ses pulsions. On est de son côté. Enfin, de son côté. Non pas de son côté, c'est pas vraiment le bon terme, mais en tout cas, viscéralement, le film accompagne les mouvements du personnage. Et Antichrist aussi. Il y a quelque chose de très viscéral, ce qui fait que c'est un film d'horreur. Et en même temps un film d'horreur misandre, enfin misogyne, et enfin vraiment misogyne et complètement taré, et en même temps un film féministe. Et puis il y a les juste deux. pour faire une parenthèse, c'est que même pour Antichrist, j'ai l'impression que ça s'est accentué justement jusqu'à The House, mais pour Antichrist par exemple, tout ce rapport, cette discussion entre raison, morale et puis l'autre machin, c'est que c'était vraiment intégré au récit lui-même. Donc c'est-à-dire qu'on on restait avec les personnages. Avec Nymphomaniac déjà, il a commencé à faire une séparation, mais on gardait malgré tout un vrai lien avec ces personnages, même pendant les entretiens qui étaient animés eux-mêmes par une forme de récit, de continuation. Là, même si il y a un trajet qui est fait pendant le récit entre Jacques et son accompagnateur, on est complètement détaché, et il a vraiment forcé le trait. Alors, mais je pense bien que Lars von Trier c'est quelque chose de très réfléchi, mais ce que je lui reproche justement, c'est le côté presque trop réflexif en fait. Moi je pense, parce que moi ce que j'ai eu l'impression, c'est qu'en fait le film est dévitalisé et complètement neurasthénique, et en fait, et c'est surtout que les pulsions du meurtrier, on n'est jamais avec le meurtrier réellement. Le film n'est pas choquant, carrément pas. Il y a deux plans cracra, mais parce que effectivement, si tu montres ça à quelqu'un qui n'est pas coutumier des images violentes, il va être révulsé par la scène du meurtre des enfants. Moi-même, ça me touche quelque part. Mais par contre, je ne ressens pas du tout la même chose qu'on peut avoir dans un film comme Henry ou comme Schizophrénia, tous les films qui ont fait le parti de faire des films à la première personne avec des serial killers sans recul. Et ça, c'est la différence, à mon avis, fondamentale, enfin que je ressens peut-être, même si je le dis encore, j'ai peut-être passé à côté du film, entre Nymphomaniac, où le film porte vraiment la nymphomanie et est dedans, et Antichrist, où le film porte cette idée de film d'horreur, quoi, de quelque chose de très pulsionnel. Là, pour moi, le film est entièrement
presque intellectuelle en fait. C'est une construction purement intellectuelle du coup ça me paraît assez ennuyeux, assez plat. C'est exactement ce que j'ai ressenti et comme toi, hein, j'ai aussi l'inquiétude d'être passé à côté de quelque chose. Je me suis vraiment posé cette question-là devant le film, mais par contre j'ai vraiment eu ce sentiment d'être de regarder ça avec énormément de recul, de pas du tout être invité à vivre le film, jusqu'à être énervé par des autocitations très très appuyées, même s'il avait déjà fait Lars von Trier, mais là où il va montrer des images de tous ses précédents films, t'as quasiment un best-of en quelques secondes, hein. C'est ces images presque pas subliminales, mais c'est de très courtes images où il va répertorier les images choquantes ou soi-disant choquantes de certains de ses précédents films, ce qui m'a beaucoup embarrassé. J'étais gêné pour lui qu'il se mette à ce point en scène, où là je me suis dit non, oui, j'ai bien compris depuis le départ que de toute façon c'est de toi en tant que cinéaste, artiste dont tu parlais, mais moi ça m'intéresse, oui, mais pas quand tu me le fous sous le bec comme ça. Et je pense qu'en plus il parlait autant de ça peut-être dans Nymphomaniac. Oui, mais de façon camouflée, et ça il y a quelque chose d'un peu plus justement universel entre guillemets. Oui, et puis je pense que tu as ce côté chez Lars von Trier qui est pas non pas tiraillé, mais dont tout le sel du cinéma est entre une version, une vision extrêmement intellectuelle, d'où dérivent les séquences un peu wiki cinéma et compagnie, ce goût pour la rhétorique est complètement particulièrement agréable et drôle justement. Oui, ce côté mais très 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 rhétorique, très intellectuel, et le côté très viscéral d'un être qui a priori, et en fait la pub lui-même, ne va pas bien du tout, qui est gouverné par des pulsions ingouvernables qui viennent de son profond mal-être et dont il arrive à irriguer son cinéma. Et pour moi en fait finalement, alors que c'est supposé, il le dit lui-même, comme un mouvement, enfin un film qui vient vraiment de sa dépression, moi je ne ressens pas quelque chose de profondément dépressif. Non, alors que ce conflit, pour le coup, je le ressentais vraiment dans justement Antichrist, où là ça explosait, et moi ça reste un geste, et c'est là où j'en veux venir, c'est que moi le geste d'Antichrist me manque énormément ici en fait dans The House That Jack Built, dans The House That Jack Built. Pardon, je suis encore un peu malade. peu balade. Ça s'entend un petit peu. Alors même que juste avant, j'avais pu voir le climax de Gaspard Noé, où j'ai exactement trouvé ça un geste en fait, avec aussi tout ce que ça peut avoir de maladroit, hein, évidemment, de la part de Gaspard Noé. Mais ce geste de Gaspard Noé, moi, me paraissait d'une efficacité redoutable. Et justement, il parvenait à me faire vivre exactement ce que les personnages vivaient, donc de l'horreur, du chaos, du drame absolu. C'est amusant parce qu'on retrouve des séquences qui peuvent être mises en lien. Je pense, tu parlais du meurtre des enfants de Jack, qui est dans le film et pour le coup une des scènes les plus amusantes, je trouve, du film de Lars von Trier, une scène de pique-nique, voilà, où il s'est créé une famille et puis il va la dégommer, et la scène est plutôt jouissive, je trouve, moi. De la même, enfin justement à l'inverse, Gaspard Noé, lui, va proposer dans Climax une des plus grandes scènes d'horreur que j'ai vu depuis très très longtemps, qui m'a vraiment fait du mal, avec pareil un enfant qui va décéder, et je dirais pas comment. Et c'était absolument monstrueux. Et c'est vrai que du coup, ce qui m'a vraiment marqué moi dans le Gaspard Noé, c'est ce geste. On a l'impression que le film est quasiment fait en temps réel, et surtout que Gaspard Noé a réussi à comprendre vraiment au fur et à mesure le film a vraiment une évolution esthétique, je trouve, un formel qui moi m'impressionne et qui me semble extrêmement maîtrisé, et il a réussi et c'est peut-être la première fois que je vois ça vraiment dans un film de Gaspard Noé, à non pas se limiter à un objet, comment on dit, un high concept. C'est ça, un concept. Merci, c'est exactement un concept, mais qu'il a vraiment, alors que c'est sans doute peut-être le cas, hein, il est peut-être parti de ça, mais quand on voit le film, on a le sentiment qu'il ressent vraiment ce qui se passe à l'écran. Je prends pour exemple l'une des premières scènes du film que je trouve magistrale. Il s'agit d'une chorégraphie qui dure le temps d'un morceau. Je sais pas si c'est 5 ou 10 minutes. J'ai perdu un peu notion du temps devant cette chorégraphie, qui est, je trouve, très impressionnante. Ça aurait duré tout le film, je serais resté fasciné, je pense, par cette chorégraphie où tous les danseurs sont là. Et Lars von Trier, et là c'est peut-être, enfin moi ça m'a fasciné, fait un plan fixe. Ouais.
Et alors ça, pour les gens qui sont pas familiers du cinéma de Lars von Trier, c'est peut-être bizarre, mais pour ceux qui sont familiers du cinéma de Lars von Trier et qui n'ont pas vu Climax, ils comprendront peut-être à quel point c'est fascinant de voir un long plan fixe comme ça. Mais il est pas fixe, hein. C'est un non, il bouge mais très très légèrement et mais surtout il suit ses personnages. C'est ça qui moi j'ai trouvé ça très beau en fait. Ce premier plan est très beau. Enfin cette séquence est très très belle. Ce qui moi et en plus c'est très très efficace parce que du coup je me suis installé de façon très confortable devant le film en fait. Et ça c'était et c'est là que sûrement les faire chercher. Mais voilà, mais justement, c'est là que tu te dis la maîtrise du bonhomme en fait. Parce que justement, c'est pas évident déjà de faire un plan comme ça pour démarrer son film, même s'il y a une séquence avant qui était un peu plus longue avec présentation des personnages devant une caméra vidéo qui reviennent sur leur parcours et pourquoi ils veulent participer justement à cette troupe. Où j'étais moins convaincu par ça, mais en même temps, je me rends bien compte que l'effet recherché a dû être réussi parce que d'un coup, paf, t'as vu déjà les personnages principaux que tu vas retrouver après et que tu vas voir péter les plombs. Donc c'est grâce à cette petite séquence, il t'a présenté les personnages de façon très efficace. Et puis après, il te fait rentrer dans l'objet et t'es à l'aise. Et au fur et à mesure, il continue. Il fait vivre vraiment ces personnages après pendant une bonne partie du film quand même, avec des longues discussions vulgaires, dégueulasses, où tu vois vraiment les petits couacs qui se passent dans les personnalités de chacun. C'est, je trouve, très très efficace encore une fois, très malin. En même temps, il y a vraiment de la vie là-dedans. C'est ça qui est très fort, c'est qu'on n'a pas affaire, contrairement à Lars von Trier, à un objet qui me semble réfléchi. Mais j'ai encore une fois l'impression de voir un geste, mais de sa part à lui, comme de la part des acteurs, qui sont des personnages vraiment. Et puis du coup le calvaire, le cauchemar qui va suivre dans la dernière partie du film en devient encore plus cauchemardesque justement. Mais après je pense que le film pourtant effectivement il y a un geste carrément, mais c'est un geste qui est pour moi profondément conceptuel et qu'on voit en fait dès le premier plan justement. Le premier plan qui est un faux premier plan, c'est-à-dire que c'est ce plan de la télé avec le casting de tous les personnages qu'on va voir après. Il y a pas un premier plan d'abord dans la neige. Oui, il y a un premier plan dans la neige. Donc ça on en parle donc du deuxième plan du film qui est un plan d'une télé dans laquelle défilent des vidéos de casting et qui est encadré en fait de tous les DVD que des films que Gaspard Noé aime. Donc Buñuel, Schizophrénia, 2001 aussi de l'espace. Et on voit des essais philosophiques, genre l'autobiographie de Buñuel, Sioran. Et donc on voit, c'est comme si d'un coup Gaspard Noé nous disait je vais prendre ce morceau de casting réel, c'est-à-dire non pas que le film, non pas que ce casting soit vraiment le casting des réels acteurs ou je sais pas quoi, mais se présente comme voilà une sorte de version d'une réalité de personnages qui vont intégrer une troupe et tout ça et qui voilà et autour d'eux s'encadrait tout ce qui fait le cinéma très noir, très sensitif de Gaspard Noé, très surréaliste et très porté sur l'expérience et au fur et à mesure ce plan-là qui va finir par tout l'entourage de ces influences-là vont finir par réduire en bouillie en fait ces personnages-là et réduire ces êtres de chair et de sang en bouillie par justement une mise en scène incroyable. Enfin, je veux dire, la dernière demi-heure, c'est juste, moi, ça sera sûrement ce que j'ai vu de plus fort au niveau sensoriel du film. C'est ça, c'est juste dingue. Plus important pour moi. Oui, là, c'est en termes d'expérience, c'est juste incroyable. Moi, j'ai clairement eu, et je crois que j'ai jamais eu ça dans une salle de cinéma, c'est qu'à un moment, je me suis demandé si la salle de cinéma penchait. Et j'ai vécu la même chose. Et il y a donc ce côté très sensitif. De vouloir proposer, qui y a toujours chez Gaspard Noé, de vouloir proposer une expérience, c'est toujours dû au trauma de 2001, tout ce cinéma très tripant, donc c'est vraiment vouloir proposer une expérience cinématographique forte, donc solliciter les sens par une musique, par une bande sonore, par une image très travaillée, vouloir le propulser quelque part, et à la fois donc aussi finalement la même chose quelque part que chez Lars von Trier, c'est-à-dire de vouloir passer ça à la moulinette d'une cinéphilie, d'une conception beaucoup plus intellectuelle. Je explique, c'est après je vous renvoie à l'émission qu'on avait fait sur Gaspard Noé. Moi, c'est vrai qu'on va pas revenir trop s'attarder parce qu'après on n'aura plus le temps de parler d'autre chose. Mais chez Gaspard Noé, moi, il y a toujours il y a une vision du monde chez Gaspard Noé
moi que à la limite j'admire quelque part, mais que je trouve complètement ridicule d'un autre côté. C'est-à-dire que pour moi, Gaspard Noé, c'est quelqu'un qui filme comme un mec non pas qui filme, mais qui a une misanthropie extrêmement adolescente. Il a une misanthropie qu'on écoutera l'extrait de Seul contre tous tout à l'heure. Voilà, de dire voilà, le monde est un monceau de déchets dans laquelle on a enrobé dans un papier rose. Mais moi, c'est un truc, c'est d'une misanthropie que je trouve propre à l'adolescence et dans laquelle naïve en fait, très très naïve et qui est très confortable, je pense, chez lui, et dans laquelle pour le non pas le pire de son cinéma, parce que c'est vraiment un cinéma que j'aime bien, mais qui limite considérablement son cinéma, je pense. Mais ceci dit, c'est rien enlevé à déjà à son originalité profonde. Enfin, moi, j'échangerais pas Gaspard Noé contre 90% de la production du cinéma mondial. Enfin voilà, je suis hyper heureux de pouvoir à chaque fois voir un nouveau film de Gaspard Noé, parce que je me dis bah oui, je verrai pas ça ailleurs. Mais en même temps, il y aura toujours ce truc qui m'empêchera de trouver ça absolument brillant, comme évidemment 2001 l'Odyssée de l'espace, pour sortir les grands mots, pourrait me paraître brillant, parce qu'il y a aussi une vision, voilà, le truc de Kubrick qui considère l'humanité comme une masse un peu grouillante de pulsions. Voilà, il y a un truc qui est propre, enfin qu'on retrouve chez Noé aussi. Mais voilà, il y a ce côté quand même très conceptuel et hyper incarné. Et effectivement, je te rejoins sur tous les blocs. Moi, j'ai un peu plus de mal avec le troisième bloc, le deuxième bloc, c'est-à-dire le bloc où tout le monde discute, où les trucs se mettent en place, où on devine que la sangria, il y a un problème et tout ça. Je trouve ça trop long. Je trouve ça. Savoir que le film est quand même assez court, notamment par rapport à ses précédents. Oui, bien sûr. Hein. Ouais. Il y a un truc. Il y a eu quelque chose qu'il a réduit, et même dans sa conception. Alors, je sais qu'a priori, Enter the Void, comme peut-être Love aussi, il a mis un peu plus de temps à les concevoir. Et là, il s'est relancé c'est lui qui présente aussi comme ça, comme un geste justement. Oui. Comme il avait pu le faire pour Irréversible, où là pour le coup il s'était lancé quasiment son scénario avec les acteurs. Là il avait envie de retrouver cette fraîcheur là justement. Ouais, mais je pense qu'en fait il y a toujours ce truc aussi, et ce qui me gêne, et c'est un peu pareil que The House, The Jack Belt, c'est que j'ai pas l'impression que il y a un côté très entomologiste chez lui, effectivement, de regarder ces personnages un peu comme ça, et il me manque un peu ce côté empathique que j'avais trouvé dans Love, que j'ai revu du coup, et qui me paraît aussi être un film un peu complètement bancal, mais traversé de scènes vraiment très très fortes, du fait du personnage qui me paraît vraiment traversé d'affect, là pour le coup, d'affect non affecté, c'est-à-dire de pas une sorte de posture adolescente telle que je vois d'habitude chez Gaspard Noé, d'un truc un peu vraiment sincère, et non pas une sorte de posture quoi. Mais voilà, après c'est un des meilleurs films français de l'année, je pense, et c'est encore un signe que l'année française aura été vraiment bonne quoi. Et pour terminer, moi il y a juste, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est vrai que ça faisait quelque temps que j'avais pas vu un film de Gaspard Noé. J'avais peut-être, je pense, un peu oublié ce que ça pouvait être, et comme je le disais, donc le film démarre avec, comme tu l'as dit, cette séquence de casting, puis la séquence, cette belle séquence de là c'est pareil, moi j'avais envie de me lever dans la danse. salle. Ah oui, c'était génial. Alors, je suis pas particulièrement fan de la musique au départ, mais là de la voir, de l'entendre avec ce film, d'un coup, oui, en effet, j'avais envie de réécouter la bande originale après. Alors c'est quand même du disco, bref. Et je me suis vraiment laissé emporter, et je sais que pendant au moins la moitié du film, j'avais complètement oublié ce qu'était Gaspard Noé. Et la claque en a été encore plus grande, enfin la violence de ce qui s'ensuit, je pense, a été vraiment amplifiée par ça. C'est là aussi où je me dis, mais il a vraiment une très grande maîtrise finalement formelle de son objet, et qui moi m'impressionne. Citer forcément aussi le nom de son chef-op, mais c'est juste incroyable ce qui se passe à l'écran. Qui m'a vraiment impressionné. J'avais j'ai eu vraiment mal. J'étais surpris que personne quitte la salle en fait pendant le film. Peut-être parce qu'il y avait 10 personnes. Non, mais il y avait quand même un peu de monde. Je suis surpris aussi que ce soit pas resté plus longtemps, parce que j'avais le sentiment, là la salle était quand même plutôt bien remplie, et visiblement les séances précédentes aussi. Mais le fait est que la douleur, parce que il est vraiment question de douleur, de toute façon, de sentiment de ce niveau-là, devant la dernière partie de Climax, a été vraiment amplifié par cette espèce
de bien-être qui s'était installé de façon c'est très rapide c'est pendant extrêmement pervers, c'est extrêmement malin de sa part, c'est extrêmement malin, et moi ça m'a vraiment c'est extrêmement surpris. Non pas grossier, mais vraiment un truc. C'est malin, non, mais c'est un malin. truc. Mais c'est. Je suis d'accord, et je pense. C'est vraiment. Je pense que j'aurais du mal à revoir bien, ce film. Enfin, c'est vraiment pas le genre de film que j'ai envie de revoir. Mais c'est surtout qu'en fait, j'ai pas envie de revivre cette expérience-là. Si vous avez pas vu le film, c'est vraiment malheureux d'avoir raté en salle, parce que c'est vraiment. Oui, c'est typiquement le genre de film, de toute façon, comme beaucoup de Noé. Hein, oui, mais comme tu dis, avoir cette impression que d'un coup l'écran penche. Parce que du coup il fait des mouvements de caméra qui sont quand même assez subtils au départ, et là d'un coup t'as l'impression que l'écran de la salle de cinéma penche et est en train de tanguer, et tu te dis non, c'est moi qui suis malade, ou non, il y a quelque chose. Enfin, c'est vrai que on a peu l'occasion, je pense, de ressentir ce sentiment là au cinéma. C'est pas un sentiment agréable forcément. Je conseille pas à tout le monde d'aller voir Climax de Gaspard Noé, mais si t'as envie de vivre une expérience de cinéma, ça se pose là encore, en fait. Ça se pose là, et puis je pense que ça dit toute la puissance du cinéma aussi, de toute manière, même avec toutes les limites qu'on peut y trouver, voilà, ça dit en tout cas un certain côté de la puissance du cinéma, quoi. On va justement écouter l'extrait que tu mentionnais tout à l'heure, de Seul contre tous, le premier coup de poing de Gaspard Noé. C'est vrai que peut-être qu'il aura jamais fait mieux que ça aussi, hein. C'est pour le coup un film qui... il est encore jeune, mais c'est un objet de jeunesse aussi. On écoute cet extrait de Seul contre tous. Et puis juste après, on parlera de comédie française. L'amour, l'amitié, tout ça, c'est du pipeau. Ce sont des illusions. Des illusions de jeunesse qu'on entretient pour cacher que tous les rapports humains ne sont que du petit commerce. Parler d'amitié et d'amour, ça nous arrange. Mais par calcul, la réalité, elle est beaucoup plus vénale. La mère, tu l'aimes parce qu'elle te nourrit et t'empêche de mourir. Ton ami, tu l'aimes parce qu'il te trouve un travail qui te donne à manger et t'empêche de mourir. Et ta grosse, tu l'aimes parce qu'elle te fait la cuisine, te vide les couilles et te fait des enfants qui devront te protéger quand tu seras trop vieux. Et que tu auras peur de mourir. Mais il suffit d'avoir giflé une seule fois son monde pour qu'il se venge quand tu seras vieux. En fait, cette gifle, ça l'arrange énormément. Et lorsqu'il te foutra à l'hospice, elle lui servira de prétexte pour masquer le désintérêt naturel que n'importe qui éprouve à l'égard de ses géniteurs. Non. Baiser n'est pas un bon calcul. Ça coûte même très cher. Mais ça fait passer le temps. Et quand le désir de baiser est parti, on se rend compte qu'on n'a plus rien à faire dans ce monde. Et qu'il n'y a jamais rien eu d'autre dans cette putain de vie. Rien qu'un programme de reproduction inscrit au fond de nos tripes et qu'on se croit obligé de respecter. C'était donc un extrait de Seul contre tous de Gaspard Noé. Tout de suite, nous allons parler, pour démarrer cette dernière partie, du dernier film de Pierre Salvadori. On aime beaucoup Pierre Salvadori. On a déjà consacré une émission spéciale à Pierre Salvadori, donc le réalisateur notamment des Apprentis. On reviendra sans doute sur ce problème des Apprentis, même si on l'a déjà mentionné plusieurs fois dans cette émission. Ah oui, je fais une aparthèse. Je fais une aparthèse. Ça nous convient. Une tout à fait, aparthèse de making of, mais c'est vrai que j'avais ce petit extrait de Salvadori. Je crois que je l'ai mis ici, mais qu'il faudra passer à un moment ou à un autre. C'est vrai. Écoute, est-ce qu'on l'écouterait pas tout de on suite peut l'écouter tout de suite. Comme ça, c'est fait. Les Apprentis, c'est plus un film qui m'a poursuivi beaucoup après. C'est-à-dire le truc un peu embarrassant où chaque fois que tu fais un nouveau film, les gens disent ouais mais moi je préférais Les Apprentis. et qui m'a sauvé. C'est-à-dire que c'est vraiment le film ensuite qui a permis que j'en fasse d'autres, qui te donne le permis pour 2 ou 3. Tu peux te planter 2-3 fois après. Voilà, on vient d'entendre Pierre Salvadori mentionner ce problème des apprentis dont on avait déjà parlé dans cette émission. Ces apprentis, c'était son 2e long métrage, après Cible émouvante. Et c'est vrai que depuis, évidemment, tout le monde, et nous les premiers, revenons sur ce problème de oui, c'était bien, mais pas aussi bien que les apprentis. Y compris pour son dernier film qui datait déjà d'il y a plus de 4 ans, je crois, qui était Dans la cour avec Gustave Kervern et Catherine Deneuve, que moi j'avais vraiment beaucoup aimé et que je continue de beaucoup aimer, qui réexploitait encore des thèmes chers, je pense, à Salvadori, à savoir ce mélange de comédie qu'il chérit, parce qu'il a fait une escapade vers vraiment le film noir, Les Marchands de Sable, qui était très réussi d'ailleurs, encore une fois, mais c'est vrai que sinon il est resté quand même autour du cinéma comique, mais toujours en présentant des personnages souvent au bord du suicide, dans la dépression, borderline en tout cas, c'est sûr. Ça pouvait même mal se terminer souvent, même si on restait dans une écriture entre guillemets comique, puisque c'est quand même un genre qui
qu'il maîtrise extrêmement bien en termes d'écriture, puisque il est aussi son propre scénariste. Hein. Là, il a mis, je pense, un peu de temps parce que moi, ça faisait quelques temps que j'avais entendu parler de ce projet dans En Liberté. Je me rappelle qu'il avait fait un long entretien, ça devait être sur France Culture, je crois, où déjà il faisait des recherches sur le sadomasochisme, par exemple, alors même que c'est qu'un petit un aparté presque, un décor, ce qui peut apparaître en tout cas comme un décor dans En Liberté, mais bon, il avait quand même fait des recherches. En tout cas, il le présentait comme ça. Bah après, tous ces films ont été relativement espacés, hein, Salvadori. Hein. Oui, c'est vrai. C'est aussi 4 ou 5 ans, ça me paraît beaucoup quand même. Ouais. Mais c'est vrai que l'attente était assez importante. C'est peut-être de là que vient ma déception. Oui, aussi. oui. Après, je pense que faudra regarder vraiment, hein, mais je pense que c'est aussi quelqu'un, et c'est très significatif du fait que voilà, de toute façon, ces films, ça se voit, c'est des constructions hyper précises en termes dramaturgiques et en termes de mise en scène. C'est extrêmement sophistiqué. Voilà. Ça, c'est d'une école qui vient évidemment de Lubitsch principalement, voilà, de la comédie sophistiquée américaine, où là, forcément, ça jure totalement dans le paysage de la comédie française. Voilà, et c'est vrai qu'il a une place à part, malgré tout ce qu'on pourra reprocher entre guillemets à En Liberté, hein, mais je pense que ça tient encore une fois d'une déception propre aux apprentis, mais malgré tout ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est vrai qu'il a une place vraiment à part dans le cinéma français et surtout dans la comédie française, qui s'obstine à réemployer des acteurs, des trucs qui plaisent au public, mais non pas des objets propres à des auteurs comiques. L'auteur comique en France finalement n'existe quasiment plus, et c'est l'un des rares aujourd'hui à en être le représentant. Et En Liberté garde évidemment partout justement la trace. C'est peut-être même ce qui me gêne, moi, c'est que là pour le coup je n'ai vu presque que la trace de Salvadori, mis à part quand même, et je tiens tout de suite à signaler son couple principal que je trouve merveilleux, qui d'un coup là pète là pour le coup le terme de liberté de voilà, ça va avec Pio Marmaille et Adèle Haenel qui sont merveilleux. J'ai rien à dire dessus. Pio Marmaille, moi je l'ai trouvé exceptionnel, j'ai pris un vrai plaisir à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran. C'était un parfait mélange entre Depardieu et Devers. Voilà, il avait la tronche de Devers et la carrure de Depardieu. Il a fait à la fois cette fragilité et cette force, ce danger permanent, et en même temps t'as l'impression que le type va se briser constamment. Il est super. J'ai pris un vrai plaisir en fait à le voir péter les plombs et faire n'importe quoi. Mais c'est peut-être justement alors peut-être que c'est à cause de lui aussi que le reste du film m'a paru beaucoup plus faible. Même si je me rendais bien compte que sur papier, le scénario dans Liberté, je me rendais bien compte, il était fait pour fonctionner du tonnerre. Et je pense malheureusement que ce qui lui manque, le seul truc qui lui manque, en fait, c'est la grâce qui a touché les apprentis. Je sais pas à quoi ça. Les apprentis, c'est assez compliqué aussi. Je pense vraiment que c'est un film qui est touché par la grâce. C'était des rencontres de plein de gens, c'est peut-être un bon moment, c'est peut-être plein de choses, mais je pense que les apprentis étaient touchés par quelque chose, et c'est juste le truc qui me manque en fait. Ouais, mais je pense qu'après, effectivement, j'adore cette idée j'adore cette idée, et je trouve ça en même temps très tragique. Que ça soit un peu son Citizen Kane à lui, c'est qu'à un moment tu fais ton deuxième film et d'un coup le film il est parfait. Sauf que le problème de Citizen Kane, c'est que les gens qui aiment beaucoup Orson Welles aujourd'hui sont d'accord pour dire que c'est pas son meilleur. Oui, c'est vrai. Bah après, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours compliqué, et en plus c'est d'autant plus dramatique que je pense que Les Apprentis effectivement a été plutôt un gros succès en termes toute proportion gardée, c'est-à-dire dans les chiffres de la RSC, c'est-à-dire que le film a plutôt bien marché, mais il me paraît scandaleusement inconnu maintenant, c'est-à-dire que ceux qui ont vu Les Apprentis s'en rappellent. Il y en a beaucoup qui regardent Les Apprentis une fois par an. C'est bien pour ça qu'on le reprogramme au cinéma, pour avoir l'occasion de le voir à plusieurs, donc de dimanche soir. Mais le film me paraît scandaleusement mésestimé, alors que pour moi c'est vraiment du niveau en termes de film générationnel, de mélange de comédie douce amère. C'est du niveau des valseuses complètement. Ça devrait être beaucoup plus culte que ça ne l'est déjà, quoi. Ça devrait être vraiment un truc qui fait partie de la culture populaire majoritaire pour moi, ce film. Et c'est pas une question genre de militant, c'est que ça devrait l'être. C'est le film que tu le montres à quelqu'un, il adore le film. Point.
point. Et mais ceci dit, c'est un film qui est relativement différent de ces autres films finalement. C'est vrai que les apprentis, on classe ça dans la comédie, mais c'est vrai qu'en termes de construction dramaturgique, on est quand même plus proche de la chronique. C'est complètement différent, et d'ailleurs il a pris un virage. Il n'y a pas le côté sophistiqué justement de ces autres films. C'est assez de sophistiqué tout ça, mais on est plus si jamais on n'y prête pas un œil attentif, on a presque l'impression que c'est filmé comme ça, que c'est une tranche de vie quoi. C'est effectivement c'est excessivement, c'est très écrit et tout ça, et tout passe, mais on est complètement, on est vraiment différent de même dans son second film, comme elle respire, avec toujours ce principe de duo entre un personnage là c'est vraiment inscrit dans le script du film, c'est un personnage de mythomane, mythomane patenté et vraiment cliniquement mythomane, avec un personnage qui pratique le mensonge par commodité. Lui, on a toujours ce sorte d'obsession chez Salvadori, qui est propre à la comédie, mais qui est particulièrement vrai chez Salvadori. C'est vraiment ces personnages de menteurs. Avec en plus que le quiproquo, c'est vraiment ce double, ce mensonge justement qui vraiment sur lequel repose tous la majorité quand même de ces effets comiques. Et c'est vrai que moi c'est vraiment pas un effet dont je suis friand, ça me gêne énormément en général. Chez lui ça passe parce qu'en général il y a les acteurs, il y a beaucoup de choses autour qui font que cet effet-là, cette ressource comique fonctionne. Mais en général ça me plaît vraiment pas. Et c'est vrai que sur certains films de Salvadori ça ne marche même pas du tout. Je pense à Après vous, où les quiproquos, les mensonges fonctionnent vraiment moins bien, et il y en a d'autres comme ça où ça fonctionne plus ou moins bien, suivant aussi l'énergie des personnages qui les incarnent quoi. Et peut-être même justement l'implication peut-être même de Salvadori, ou en tout cas du film. Oui, peut-être, Après, on a toujours ce truc cette différence peut-être entre le metteur en scène et le cinéaste, où d'un coup on sait que Salvadori c'est un grand metteur en scène, en termes de mise en scène c'est précis, en termes de scénario c'est précis, c'est merveilleux, c'est un travail de fou, mais il y a un moment où il y a une âme de cinéaste qui traverse le tout. Moi après pour partir de la liberté, dont c'est pareil, qui m'a plutôt déçu, en sachant donc du coup que j'avais beaucoup d'attentes, parce que effectivement le film a beaucoup fait parler de lui à sa présentation à Cannes. Moi par contre, ce que je sais aussi, c'est que en général quand je revois les films de Salvadori, j'ai tendance à toujours les réévaluer à la hausse quoi. Et c'est vrai qu'on avait parlé, il me semble qu'on avait parlé d'Après vous, et moi j'avais été déçu de Après vous. C'est un film que j'ai revu et qui effectivement maintenant me touche beaucoup, me plaît beaucoup. Et pareil pour Après vous, que j'ai revu, ou même comme elle respire dans la cour. C'est, et même pour Après vous du coup dont tu parlais là, le film avec Daniel Auteuil et José Garcia, je l'ai revu et non, j'aime beaucoup le film, et je le trouve toujours touchant. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc chez Salvadori qui a cette sorte de dichotomie aussi entre vouloir créer une construction dramaturgique et une mise en scène qui ne vise qu'une seule chose, c'est la légèreté, quelque part la légèreté d'une part de l'humour, la légèreté de la mise en scène, cette façon de vouloir que tout coule, que tout fasse des échos, c'est de rimes visuelles, d'une construction dramaturgique qui veuille vraiment englober le spectateur dans un système, aussi l'impliquer. Je signale qu'il y a un essai qui est sorti sur Pierre Salvadori, un court essai suivi d'un entretien, c'est passionnant, c'est sorti chez Playlist Society, et l'essai, et Salvadori aussi revient dessus. Il parle très bien, faut le dire. Et oui, Salvadori en entretien, c'est génial. Et dans l'essai, il met un petit peu, Nicolas Tellop, qui est donc l'auteur de cet essai, parle vraiment de la mécanique comique chez Salvadori. Et c'est vrai que chez Salvadori, par exemple, même s'il y a l'obsession du mensonge chez Salvadori, il y a cette chose très particulière chez Salvadori, on ne ment jamais au spectateur. Tous les personnages sont menteurs, ils vont mentir, mais le personnage est toujours au courant de tout. Le spectateur est le spectateur est toujours au courant de tout, et donc du coup a une place privilégiée dans le système du film. C'est-à-dire que le spectateur est immergé dans la façon de lire la scène. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un twist. Il y a pas de twist. Il est au courant des informations que certains personnages n'ont pas. Ce qui fait qu'on a d'un côté des personnages qui mentent, d'un côté des personnages qui est peut-être dupés par le mensonge de l'autre personnage, et en général les films de Salvadori, il y a cette sorte de continuité où le personnage qui est dupé par le mensonge de l'autre va finir par non pas
de confronter l'autre à ses mensonges, mais plutôt s'y abandonner. Il y a cette sorte de... Mais justement, je te coupe, je suis désolé, mais parce que il y a une scène En Liberté qui sur le papier, moi je trouve très très belle, mais qui en l'état ne fonctionnait pas, sans doute parce que justement je voyais trop l'écriture. C'est la scène où justement Pio Marmaille sort de prison, va rentrer chez lui et il y a sa femme Audrey Tautou qui l'accueille. Et en fait elle est pas prête, donc du coup il va frapper à la porte et puis elle est super déçue parce que elle voulait lui faire un truc super, elle attendait ce moment depuis super longtemps, donc voilà, elle lui demande de recommencer. Et donc du coup il va jouer justement ce truc là, il va recommencer, elle lui demande 3-4 fois de suite de recommencer. Ah oui mais là fais ça pour chercher justement à être dupé et ça l'émeut profondément en fait. Et je vois bien sur le papier exactement, cette scène elle est super belle, très bien écrite, elle est très bien mise en scène en plus et la scène en elle-même vraiment est belle et ce que vit même ce personnage d'Audrey Tautou qui je porte pas dans mon cœur particulièrement en plus, je trouve ça beau, elle est vraiment émue par ça en fait et je pense que ça lui tenait à cœur vraiment. Ah ouais, non mais complètement, mais je pense que c'est presque ce film, c'est déjà cette scène, c'est une déclaration d'intention. Le film se termine, un des plus beaux dialogues du film, c'est Pio Marmaille ou Audrey Tautou ou Adèle Haenel qui le dit, c'était faux mais c'était beau, et oui. C'est exactement ça. Et en fait, je pense qu'il y a presque une dimension aussi film non pas définitif mais film étape, de la même manière finalement que les autres films dont on vient de parler, c'est que c'est des films qui posent presque une dimension méta dans le truc dans la carrière, dans l'œuvre de Salvadori. C'est-à-dire que c'est le film où se pose plus cette question de l'amour, de la fiction, du mensonge, de la recréation pour pouvoir faire des aveux, pour pouvoir véhiculer la vérité et une émotion sincère. C'est quelque chose à propos de vrais mensonges, par exemple, on disait exactement la même chose. C'est quelque chose qui a toujours été un ingrédient dramaturgique dans ces films. Peut-être que dans Comme elle respire, il y a quelque chose de pareil, parce qu'on a vraiment affaire à une relation amoureuse entre quelqu'un qui va accompagner la folie d'un autre personnage qui est mythomane, et donc du coup ne pas la confronter à sa folie, mais plutôt rentrer dans ses mensonges. Puis se faire même bouffer par ça, et puis il y a la transmission qui est très importante. Il y a cette transmission de folie, et je pense que là dans En Liberté, c'est même là c'est vraiment brillant à quel point c'est bien mené. Il y a toute cette thématique du masque, le film regorge de masques. À aucun moment un personnage s'il fait un aveu direct, un aveu d'amour, même un aveu de culpabilité, il y a ce gag qui m'a pas fait rire du tout, mais du serial killer qui vient avouer à son commissariat son crime. Les aveux directs ne passent pas dans Liberté. Il y a que les aveux qui transitent par une recréation fictionnelle. Si Damien Bonnard va finalement réussir à conquérir dans une scène romantique Adèle Haenel, c'est en passant par une sorte de mise en scène. Et c'est vraiment presque la déclaration d'intention du cinéma de Salvadori. Et ce qui me paraît vraiment intéressant, et ce en quoi je trouve peut-être, c'est comme ça que j'interprète le fait que moi les films de Salvadori me plaisent de plus en plus à chaque fois que je les vois, c'est d'une part, je pense, parce que je trouve que c'est d'une part un cinéma qui ne triche pas avec ses personnages, qui est toujours juste dans les sentiments représentés, et c'est aussi que cette sorte de paradoxe entre cet amour de la fiction, c'est-à-dire cet amour de rendre les choses un peu plus belles par le mensonge, par la fiction, par la recréation, habite une sorte de douleur existentielle énorme en fait. Je pense que effectivement c'est ça qui porte aussi. C'est ça qui porte le truc. Enfin pour moi il y a quelque chose dans le cinéma Salvadori qui est profondément inquiet. Je pense qu'il le comprend très très bien. La dépression ou tout ce qui va aller de la dépression à la tentative de suicide, il le comprend très très bien. Ça vraiment ça nourrit tous ces films, je pense, très très fort. Et ça c'est ce qui fait qu'ils sont aussi vivants, je pense. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'ils sont les plus justes. Et moi je trouve cette anecdote géniale, mais quand dans La Cour, justement, son avant-dernier film, il y avait j'ai encore lu une interview qui datait de genre 1 an avant la sortie de Dans la Cour. Il disait moi non, je vais quitter la comédie, je vais faire Dans la Cour, et ça c'est un film très très noir. Et pendant Dans la Cour, il l'a dit à plusieurs reprises, mais non, mais moi en fait je voulais écrire un drame, et j'ai été rattrapé par mon goût pour la comédie. Et alors effectivement, moi je sais que j'avais été gêné lors de ma première vision de Dans la Cour, c'est que je ne savais pas où j'étais. Il y avait un côté
enfin c'est un film pour moi qui est hyper contemporain par les angoisses qu'il dépeint, les angoisses complotistes, cette sorte de peur apocalyptique, cette sorte de dépression généralisée, cette sorte de à quoi bon, voilà. Il est vraiment, c'est le cœur du film. Le film a vraiment cette noirceur. Pour le coup, c'est une comédie, mais il y a vraiment, ça vraiment, ça met le doigt sur des trucs très noirs et ça l'expose, quoi. Et par contre, il y a une construction de comédie qui fait que c'est aussi un film très très drôle, quoi. Enfin, qui en tout cas, a des mécanismes comiques, que ça fonctionne ou pas. En tout cas, ça veut aller vers cette sorte de légèreté de la comédie, cette sorte de rendre quelque chose léger par la comédie, de parler de quelque chose de grave avec énormément de légèreté. Et je pense qu'il y a de ça, et c'est pour ça que je voulais aussi un peu signaler, évoquer un peu Le Grand Bain, qui est un peu le film, la comédie qui cartonne en ce moment. C'est que ça me paraît... Les films ont des fonctionnements comiques différents d'une part, hein, mais moi, en tout cas, le Grand Bain, moi, c'est un film que je n'aime pas du tout. Et qui traite finalement cet effort de dire du même sujet. Pas du tout, c'est beau ce que tu dis. Mais en fait, c'est un film qui part de la même base, en fait, qui part de personnages en détresse existentielle totale, dépression, haine de soi. C'est exactement la même base que Pierre Salvadori. Sauf que là, le Grand Bain, on est plus dans une optique comédie sociale, un peu à la Full Monty virtuose. C'est-à-dire que à aucun moment dans le Grand Bain, on vient gratter, on veut déployer enfin, non pas vraiment être juste par rapport à la détresse existentielle des personnages. À aucun moment on ne la ressent. À aucun moment cette détresse-là bat dans le film. C'est pas, il y a pas le cœur noir du cinéma de Salvadori. On est vraiment dans du cinéma de guérison aussi dans Le Grand Bain, c'est-à-dire que ces personnages dépressifs vont guérir par la fiction, mais ils nous sont montrés comme dépressifs, et c'est, j'ai envie de dire, digéré, rendu consommable par les gags. Il y a des gags, des gens dépressifs, voilà. Catherine, il est un peu foufou, il est bien seul et tout ça. Mais on désamorce le malheur exactement via la comédie, comme on peut désamorcer la violence via la comédie. Exactement, voilà. C'est ça. Il y a une tentative de désamorçage total. C'est le mot juste là-dessus. Ça désamorce tout ce qui pourrait rendre le film un petit peu inconfortable. Alors que moi, ce qui me paraît saisissant chez Salvadori, c'est qu'on ressent, et que d'ailleurs, c'est aussi des récits de guérison à chaque fois. C'est des gens qui vont guérir. Non, mais c'est quand même des récits de guérison, parce que même dans La course au film le plus noir, c'est un récit de guérison de Catherine Deneuve. Oui, c'est vrai. Mais même si l'autre personnage meurt, mais c'est un récit de guérison. Mais par contre, il y a quand même cette volonté d'avoir des personnages qui, à la base, sont dans un mal-être et qui vont finir par guérir ou retrouver un petit peu le goût de vivre. Et c'est vrai qu'il y a deux types de personnages. Il y a les personnages qui sont de bonheur, en heureux, mais de façon presque sociopathe. Hein. Si on prend le couple d'Anne Loteuil, il est a priori c'est l'être qui est sociable, mais au point d'être sociopathe, quoi. Il est sociable. Enfin, il dit oui à tout. Il est sociopathiquement sociable. Et l'autre, il est complètement asociable et dépressif, centré sur lui-même, alors que l'autre est complètement accaparé par les autres. Les deux vont réussir à se guérir, mais donc il y a ces deux types de personnages là, où il y a à la fois le personnage qui est un petit peu en dehors du monde et qui n'arrive pas à s'y insérer, et celui qui est complètement dans le monde et qui lui va finalement est-ce qu'il est en train de chercher le juste milieu, Salvadori? Et je pense qu'en plus, ce qui est beau, c'est que ça le trouve par la forme. Moi, je pense, c'est que ça le trouve par la forme, toujours par cette idée de faire de la comédie, d'avoir des trajectoires qui se confrontent et qui vont faire comme une sorte de croix, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va aller mieux, un qui va aller plus mal, ou je sais pas quoi, ou quelque chose où l'un va avoir une révélation et l'autre va pouvoir se hisser. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un cinéma qui est profondément juste par rapport aux sentiments qu'il déploie dans sa mise en scène. Mais pour terminer, enfin, par rapport au retour que j'ai du Grand Bain, pour revenir sur le film de Gilles Lelouch, avec donc Catherine, plein d'autres gens d'ailleurs, Poulvord je crois, ou je sais pas qui, j'ai le sentiment que les gens sont réconfortés. Ah oui, c'est énormément. Ouais. Alors du coup, Salvadori, lui, ne serait pas réconfortant, malgré le fait qu'il trouve ce juste milieu. Moi, je pense parce que du coup, il met le nez des gens dans leur caca, justement. Non, mais moi, je pense, après, c'est toujours le truc du cinéma, c'est qu'on peut être, pour moi, les films de Salvadori, on y revient. C'est pour ça qu'on repasse les Apprentis. C'est pour ça que ça peut s'insérer dans la programmation des films dimanche soir, parce que c'est des films qui sont généreux, confortables
est aussi réconfortant parce qu'il y a cette phase de récit de guérison, mais c'est aussi des films qui ont ce regard juste sur ce dont ils parlent. Et c'est-à-dire que voilà, on peut faire des récits de guérison. Et en même temps, il faut pas oublier de bien dépeindre la douleur qu'on est supposé guérir, quoi. Oui, mais c'est une grosse de toute façon, il y a une grosse mélancolie. Surtout, je pense aux apprentis. Pour moi, il y a une très très grosse mélancolie dans les apprentis quand même. Ouais, mais même dans tous ces films. Même là, dans Liberté, c'est la détresse existentielle du personnage. Même après vous, je suis d'accord. Même moi, j'ai revu le film. J'apprécie pas particulièrement, même si sur papier, encore une fois, j'ai le même souci qu'avec En Liberté, en fait. Même si je trouve que dans Après vous, en plus, Auteuil et Garcia ont pas du tout le charme, le naturel que peuvent avoir Adèle Haenel et Pio Marmaille, encore une fois, qui vraiment apporte quelque chose de particulier à En Liberté. On a beau, voilà, évidemment, on n'a pas, moi j'ai ri quand même plusieurs fois, enfin au moins 2 fois devant En Liberté, ce qui est énorme pour moi de rire au cinéma, hein, c'est exceptionnel. Pour ça aussi que moi même si on n'a pas dit beaucoup de bien En Liberté, pour moi ça reste un film exceptionnel. J'ai ri dans une salle de cinéma, j'ai pas ri à gorge déployée évidemment, mais j'ai ri et j'ai souri plusieurs fois. C'est exceptionnel. C'est vrai que cette énergie des 2 personnages principaux a joué. Je pense que ce qui pêche moi dans Après vous par exemple, ou dans le 4 étoiles, je sais plus, avec Adèle Mallet et Audrey Tautou. Non, c'est Hors de prix. Hors de prix. 4 étoiles était une grosse merde. Voilà. Hors de prix, bon, j'en ai qu'un souvenir mitigé. Évidemment, de voir encore une fois un talent de mise en scène et une belle écriture, mais de pas être emporté. Je pense que ça joue énormément aussi. Ouais, mais moi c'est pareil. Ça fait partie des films où plus je les vois, et c'est des films que je re-regarde régulièrement quand même, et je les trouve de mieux en mieux, ou enfin voilà, je les trouve vraiment très bons. Mais par contre, sur papier, en théorie, tu vois. Oui, mais c'est même pas en théorie. Moi, je trouve ça touchant. Je sais que Hors de prix, et c'est pareil. Hors de prix, c'est un film qui traite de prostitution et qui n'y va pas par. Enfin, il le masque quelque part par justement le côté un peu champagne de la comédie, mais ça ne fait pas mine de traiter son sujet. Ça traite de gens qui se prostituent par le mensonge, par qui n'arrivent pas à avoir une relation qui ne soit pas médiatisée par un rapport d'argent. Ça parle de ça, et ça ne fait pas semblant d'en parler. Mais par contre, l'enrobage de la comédie fait que ça glisse et qu'on a l'impression c'est un peu léger, mais non, c'est pas léger du tout. Ça parle de trucs très graves. Je trouve ça très talentueux. Je trouve ça. Je voulais revenir là-dessus, c'est que je trouve ça très talentueux. C'est juste que je retrouve pas. Mais oui. Moi, ça me fait rire. Mais vraiment. Et puis là, j'ai revu après vous, ça me fait rire. Et je trouve qu'il y a. En fait, il y a ce truc aussi par rapport à ce dont tu parlais sur les comédiens. Je pense que moi j'ai le sentiment que Pio Marmaille, c'est un acteur que j'aime beaucoup, même dans des films que je n'aime pas du tout. J'ai toujours trouvé ce type vraiment bon parce qu'il a une sorte de naturel où il véhicule quelque chose sur mon époque. Effectivement, on se dit c'est quelqu'un de ma génération. Je me dis mais putain, cet acteur-là, oui, ça pourrait être mon copain. Je pense que c'est ce qu'on pouvait ressentir ça pourrait être de dans les années aussi. 70, vraiment pour moi, quand c'est Depardieu, ou Depardieu. On se dit voilà, ça pourrait être. Il y a un côté très générationnel chez lui. On se dit voilà, il est bon. Adèle Haenel. Peut-être que c'est une actrice très technique et tout ça, mais voilà, c'est pareil. Elle a un côté très naturel. De Salvadori dirait qu'elle est très technique et tout ça, mais moi, Auteuil ou Garcia, moi j'ai le sentiment que c'est des purs acteurs comiques, des pures formes. Et moi j'adore les deux là. Enfin, Auteuil, c'est pareil. Il a une filmographie. Souvent c'est un cimetière. On a déjà parlé, mais je le trouve vraiment hyper talentueux au niveau de timing comique. Il y a des scènes dans Après vous un cœur en hiver pour savoir que c'est un acteur exceptionnel. Que ça soit en termes dramatiques ou en termes comiques, et je pense que là dans Après vous, en termes de timing comique, il fait des choses géniales et moi qui me font non pas hurler de rire. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre le film, mais je trouve vraiment qu'en termes d'efficacité comique, moi ça me fait rire et j'adore ça, et en plus avec le petit bonus, c'est que ça m'inquiète. Et je trouve ça très bien. Il faut qu'on se quitte malheureusement. Merci Antonin d'avoir participé encore une fois à cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle à tous les auditeurs qui nous écoutent en direct que demain, dimanche 17, vous pourrez voir Les Apprentis 18 de Pierre Salvadori, donc à 21h15, 15. Il faut venir bien à l'Arvor, à Rennes. Plus on sera nombreux à rigoler et à s'émouvoir ensemble, mieux ça sera. Et on vous attend vraiment avec impatience pour revoir ce film merveilleux
que sont les apprentis donc de Pierre Salvadori. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment sur le site de Canal B en podcast et puis sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. On se retrouve très très bientôt. Merci à vous. Juste une aparthèse, j'en refais une. Pendant la séance, on pourra gagner des exemplaires du livre édité chez Playlist Society sur Pierre Salvadori. Et on y aura 3 exemplaires à vous faire gagner. Et sinon, achetez-le, c'est super. Merci. À Des très bisous. bientôt. Ciao. Antoine. Mon pauvre Antoine. Je crois qu'il était venu là pour disparaître tranquillement. S'effacer en douceur. Se nourrir avant de mourir. Il avait dû se dire que ce serait le boulot idéal. Laver, frotter et se dissoudre lentement dans le quotidien. Et le monsieur propre senteur pain des Landes. Il avait choisi la loge. Moi, les glissements de terrain et le réchauffement climatique. Je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour recommencer à vivre. Combien de jours, de semaines ou de mois. Je ne sais pas quand j'ai commencé à revenir, mais si je devais donner une date, je dirais que c'est cette nuit-là. En le voyant immobile, livide, mourant. Oui, cette nuit-là, j'ai compris que j'avais fait du monde un murmure. Cette nuit-là, j'ai compris que malgré mes obsessions, malgré mes angoisses et mes peurs, il me fallait tout faire pour revenir aux autres. Je n'ai jamais osé appeler l'hôpital. Jamais voulu entendre qu'Antoine était mort. Serge m'a assuré que non. Mais tout le monde sait bien que les mensonges des gens qui nous aiment sont les plus belles déclarations d'amour.